Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce Midi au Caire, à laquelle va commencer par la participation de l'Égypte dans le cadre de la COP 26, où le président Fattah Sisi vient de regagner le pays après avoir participé donc à ce sommet des Nations Unies qui se déroule toujours en Écosse à Glasgow. Le chef de l'État a reçu ou a eu divers entretiens avec les dirigeants du monde il a reçu plusieurs chefs d'État. Le chef de l'État a souligné l'engagement de l'Égypte à contrer, bien entendu, les effets néfastes sur l'ampleur des défis qui sont confrontés par la question climatique. Il a proposé l'expérience de l'Égypte qui est pionnière en matière de sauvegarde de l'écosystème, économie verte, énergie renouvelable, un pays totalement qui a une stratégie où au cœur de cette stratégie figure cette question de la préservation du climat et de la nature et donc qui va de pair avec les stratégies de cette COP 26. Entre autres, l'Égypte va abriter la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Le point avec Sarah Al-Maghrabi. En marge de la COP26, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré Dr Jackie Teller, chef du Collège royal des médecins et chirurgiens. Au cours de la rencontre, le président Sisi a mis l'accent sur la nécessité de développer le secteur de l'enseignement dans ses diverses périodes et les recherches scientifiques, outre l'amélioration du secteur médical. Dans ce contexte, le président el-Sisi a apprécié le protocole de coopération avec le Collège royal, le considérant comme le plus important projet de coopération bilatérale. Entre-temps, le chef de l'État a examiné avec le Premier ministre britannique Boris Johnson la coopération bilatérale et les questions liées au changement climatique. Et dans son discours prononcé au sommet des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, le chef de l'État a souligné l'engagement de l'Égypte à contrer l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les pays en développement. Il a en outre mis l'accent sur l'importance de la lutte contre les changements climatiques et surtout dans le continent africain qui est confronté aux répercussions néfastes de ce phénomène, bien qu'il n'en soit pas responsable. Il a souligné la nécessité pour les pays développés de respecter leurs engagements, de fournir les 100 milliards de dollars alloués pour aider les pays en développement à relever les défis engendrés par les changements climatiques. Le président a en outre exprimé la préoccupation des pays en développement par l'écart entre les financements disponibles et le volume des défis réels. Selon le président el-Sisi, l'Égypte s'emploie à utiliser des transports propres, selon plusieurs mesures, à établir davantage les villes intelligentes. Avant son départ, un nombre des expatriés égyptiens étaient rassemblés pour saluer le président devant sa résidence à Glasgow. Le chef de l'État s'est arrêté pour échanger les salutations avec ce groupe de la communauté égyptienne en Écosse. Et on va passer donc à la deuxième nouvelle dans le cadre de ce Midi au Caire. Elle concerne le suivi du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, des travaux de la réunion qui était une réunion élargie pour faire le suivi des projets en cours dans la nouvelle capitale administrative, la NCA, ainsi que le projet de la piste piétonne baptisée Al-Masr, selon la page officielle du Conseil des ministres. Ont pris part à cette réunion le ministre de l'Habitat, Dr Hassam Al-Gazzar, le chef du génie militaire, le général Hicham Souefi, le chef de l'autorité de la NCA, l'ingénieur Sherif Echerbini. Rappelle qu'au début de la réunion, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets tout en accordant l'intérêt à la qualité de l'exécution. Les discussions, entre autres, ont porté sur les projets de l'infrastructure, des quartiers résidentiels, le quartier gouvernemental, la zone de la bourse et les banques, ainsi que les axes routiers. Sans oublier le fleuve vert qui s'étend sur une superficie de 870 faidans, renfermant des superficies vertes, des lacs, des pistes de vélo, des complexes de restauration et des projets de divertissement. Et quant à la piste piétonne à Al-Masr, il s'agit d'un important projet de divertissement sur la corniche du Nil
qui offrira aux citoyens l'opportunité de contempler le Nil et de faire du vélo sur ses bords. Et on va passer donc au cœur de ce Midi au Caire à cette grande manifestation, cette grande célébration qui occupe un des grands titres de l'échiquier mondial en matière de préservation des villes. Il s'agit de la ville de Luxor, la célébration de la journée mondiale des villes qui a démarré à Luxor. Je rappelle que c'est sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, bien entendu avec la participation du docteur Mostafa Madbouli, Premier ministre, et un certain nombre de ministres. Et lors du discours inaugural, je rappelle que le Premier ministre a déclaré que l'Égypte considère le dossier du développement des villes ou développement urbain durable comme étant une priorité. Pour parler davantage de l'importance de la célébration de la Journée mondiale des villes qui s'est tenue à Luxor, l'importance de cet événement sur le plan international, nous avons le plaisir de recevoir à bord et on a l'honneur d'accueillir notre grand économiste, Dr Bassem Fahmy. Bonjour, docteur. Bonjour madame, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, il s'agit donc d'une célébration de la Journée mondiale des villes. À l'intention de nos spectateurs et spectatrices, parlez-nous un petit peu de l'importance de cette manifestation qui est organisée donc sous les auspices des Nations Unies et la place de Luxor dans cet agenda des villes internationales. Voilà, le choix honnêtement, de célébrer à Luxor, ça c'est un choix très intelligent. Honnêtement, le monde entier doit savoir que Luxor, c'est la plus ancienne ville ou gouvernorat du monde entier. Et c'est une ville, comme on dit toujours, un musée ouvert. C'est la civilisation, c'est l'histoire du monde entier, c'est l'Égypte. Et c'est pour cela que le choix, honnêtement, de choisir Luxor pour commencer, et l'Égypte aussi, parce que l'Égypte et Luxor, ils ont commencé la construction des villes quand le monde entier ne savait pas qu'est-ce que ces villes. Alors là, le choix est très intelligent. L'Égypte a beaucoup à montrer au monde entier, et je répète, Luxor, c'est un musée ouvert. Et c'est pas le dernier, c'est-à-dire nous avons beaucoup de gouvernorats comme Aswan, Sohag. Les 27 gouvernorats de l'Égypte, chacune a une histoire à elle à raconter au monde entier. Et le développement que Monsieur le Président a commencé des gouvernorats et des villes, ça c'est un pas qui va montrer l'Égypte en réalité. Et oui, on l'appelle vie décente, mais moi, en étant économiste, ça, c'est un méga projet économique que le monde entier ne va jamais voir. Voilà, justement, en parlant d'investissement. Nous avons 27 histoires dans chaque gouvernorat à raconter. Voilà, en parlant d'investissement économique au vu du président de la République, c'est immense car ici, on va allier l'histoire avec une ville qui représente l'histoire qui est peut-être la plus ancienne, ville du monde connue pour le nombre de trésors archéologiques qu'elle abrite, que ce soit en temple ou que ce soit en nécropole, et aussi avec une ville qui est à l'image de l'urbanisme et qui est aussi dans le croisé des chemins avec une stratégie globale de l'État qui vise à préserver le climat. Et là, je vous remets sur cette question de COP 26, à quel point elle est à l'image aussi de la modernité. Écoutez, madame, ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est une situation très critique. Le changement de climat est très dangereux pour le monde entier. Et ce ne sont pas les pays, le tiers-monde qui ont causé ça. Ce sont les pays avancés. Mais quand honnêtement, on montre nos villages et nos gouvernorats, par exemple, comme Luxor, ça c'est des gouvernorats ou des histoires à préserver. On ne peut pas les laisser, honnêtement, sujets comme on appelle, ils peuvent être détruits à cause du changement du climat. Alors le choix a montré au monde, regardez ce qui existe, et nous devons tous travailler pour protéger ça. Non seulement en Égypte, mais l'Égypte c'est les plus anciennes,
mais au monde entier. Le problème du changement du climat, le problème de développement de nouvelles villes, le problème de la santé, c'est une longue liste d'alimentation, etc., des maladies, d'immigration illégale, etc. Là, c'est un grand sujet, mais c'était très intelligent de lancer de Luxor pour montrer au monde entier qu'il y a des places sur Terre qui doivent être protégées parce qu'on ne peut pas les répéter de nouveau. Et ces places-là sont trop précieuses. Oui, Luxor est en Égypte, mais il y a d'autres places sur on appelle le globe. Mais en étant dans une situation critique, le monde entier doit savoir qu'ils doivent participer, parce que ce ne sont pas les tiers-mondes qui ont posé ces problèmes, c'est les pays industrialisés. Alors ce sont eux qui doivent offrir le financement et la technologie voilà, pour cette question une ville comme Luxor. Oui, vous me permettez, cette question de responsabilisation a figuré dans le discours du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette CAP 26 où il a parlé de la responsabilité des pays industrialisés dans le financement justement de cette action qui est qui est dans l'urgence de contrecarrer les effets climatiques. Mais pour revenir à cette question aussi, qui est importante, qui est le personnage de la ville. Les architectes mondiaux, les plus avant-gardistes, parlent du personnage de la ville comme si c'était une personne. Et on parle aussi de la personne intelligente que peut représenter cette ville. À ce point de vue-là, sur le plan esthétique et culturel, la personnalité de la ville, est-ce qu'elle peut être représentative et comment dirais-je, un diplomate qui parlera au nom de l'Égypte, que ce soit sur les scènes, dans l'échiquier politique ou même culturel? Bien sûr, c'est pour cela que j'ai dit que le choix, c'est un choix très intelligent. Parce que vraiment, c'est une ville exceptionnelle, c'est la plus ancienne du monde, c'est un musée ouvert. C'est une histoire à raconter au monde entier. Et nous avons d'autres histoires aussi à raconter. Mais le choix, honnêtement, très intelligent, très bien fait, très bien organisé. Et c'est un grand message au monde entier. Ne détruisez pas, comme on appelle, la terre et l'histoire de l'humanité. C'est un grand message au monde entier de choisir Luxor. Parce que l'industrialisation, honnêtement, c'est un sujet très critique, très dangereux. Ce sont eux qui sont responsables. Et ce sont eux qui doivent trouver des solutions pour protéger ce genre de ville. En parlant de danger, si vous me permettez, le mariage entre urbanisme, ultramodernité et histoire. Quelque chose qui représente une ville qui représente l'identité culturelle des continents, du globe terrestre. Comment doit s'opérer ce rapport de cause à effet entre mariage de l'urbanisme, l'ultramodernisme et en même temps la sauvegarde de l'histoire et du patrimoine de l'humanité? Ce n'est pas compliqué parce que la technologie est facile à appliquer dans n'importe quel régime, dans n'importe quel gouvernorat. La technologie, c'est intangible, comme on dit, on ne la touche pas, mais on l'applique. C'est-à-dire quand on utilise la technologie, que ce soit les computers, les téléphones, on ne touche pas la technologie, mais on l'applique. C'est-à-dire appliquant la technologie dans ce genre de gouvernorat ne va pas vraiment affecter négativement le gouvernorat. Au contraire, ça peut aider à améliorer le genre de service, surtout le service touristique, sans être touché. C'est intangible. La technologie est intangible. Je ne sais pas si je m'explique bien ou non. C'est-à-dire que c'est comme l'électricité, on ne peut pas la toucher, mais on la voit. C'est comme le gaz, on ne peut pas le toucher, mais on le sent. La technologie est comme ça. Elle existe pour aider à avoir une vie meilleure. Avec notre histoire, ça peut vraiment former une région exceptionnelle. Cette question de compatibilité, vous voulez dire. Pour revenir à cette question également, mais d'un autre point de vue, on parlera maintenant du coût, si vous voulez, dans le sens symbolique, économique, du fait que la ville de Luxor a été désignée pour abriter ce phénomène important qui est la célébration de la Journée mondiale des villes. À quel point ce type de manifestation peut-il booster l'économie égyptienne? Je répète, à mon avis, la vie décente, c'est un plan, oui, pour offrir une vie décente,
mais c'est un plan géant économique. Peut-être que je ne m'arrive pas à expliquer exactement, Oui, mais quels sont les l'économie projets? qui va bouger. Voilà, donnez-nous des exemples de projets justement méga colossaux, comme vous venez de dire, qui peuvent être, je veux dire, sous la houlette des villes qui ont une identité historique, comment dirais-je, millénaire. Si on prend le Luxor comme exemple, nous avons en Égypte plusieurs villes comme ça. Aswan, il y a Sohag, il y a Fayoum, c'est une longue liste. Mais prenons Luxor, musée ouvert, le seul musée ouvert au monde à cette capacité. Alors, on a besoin de développer des hôtels, on a besoin de développer les artisanats, on a besoin de développer une vie plus ou moins décente pour les gens, pour qu'ils puissent travailler et offrir un service acceptable aux visiteurs. Mais le Luxor spécialement, ça c'est exemple unique au monde entier. Il n'y a aucune ville dans le monde qui a tous ces côtés-là. Mais en même temps, oui, c'est on ça. a besoin de travailler un peu pour la développer, offrir aussi des services technologiques, comme vous venez de mentionner. Il y a une petite liste à offrir, mais en même temps, on doit utiliser Luxor comme le Caire. Oui. Le Caire aussi, c'est un grand musée ouvert, mais Luxor, bien sûr, est beaucoup plus développé. Alors, donner l'intérêt plus à Luxor, ça, économiquement, ça, c'est un méga projet touristique. Et aussi, du côté des artisanats, ça va développer des petits et moyennes entreprises. Ça va développer une vie décente. Oui. C'est très important. Alors, c'est pour cela que je dis toujours, ce grand projet méga, que Monsieur le Président travaille dessus, c'est un projet économique de première classe. Oui. L'infrastructure, entre les gens qui travaillent, ce sont des Égyptiennes, que ce soit les employés, les ingénieurs, la matière première est égyptienne, le financement est égyptien. Alors, il y a des cercles de l'économie qui tournent 24 heures sur 24 heures. Oui. Alors, c'est un méga projet géant, mais économique. Un méga projet, classe. mais aussi qui est unique en son genre parce qu'on ne connaît pas une ville qui a une histoire, un historique aussi profond et aussi révélateur qui est là pour représenter l'humanité, sauf bien sûr en parlant de certaines de la Porte du Soleil au Pérou et d'autres villes qui abritent des monuments aussi qui représentent le patrimoine international. En tous les cas, merci Dr Bassem Fahmy, notre experte économiste, d'avoir participé et illuminé cette tribune. Et on continue donc ce midi au Caire. Merci infiniment. Alors, on va passer donc à aussi une autre nouvelle importante. Il s'agit du président de la République qui a annulé l'état d'urgence, bien entendu, qui a été instauré dans le pays il y a depuis 2017. Cette décision donc aura pour impact des impacts positifs sur l'économie nationale, sur sa capacité à attirer davantage d'être la source de l'attraction au niveau de l'investissement international et bien entendu des investissements en tous les cas qui vont se déferler sur l'Égypte au vu et d'après ce qu'avait dit le directeur même de la Banque européenne d'investissement au Caire. Tout de suite, Salah Al-Maghrabi va nous dresser le profil justement de ces déclarations. La décision du président Abdel Fattah el-Sisi de lever l'état d'urgence impactera positivement l'économie de l'Égypte et sa capacité à attirer des investissements, a affirmé le chef du bureau de la Banque européenne d'investissement, BEI, au Caire, Alfredo Abad. Une telle mesure est de nature à renforcer la confiance des investisseurs dans l'économie égyptienne, ce qui est assurément dans l'intérêt du pays et des investisseurs étrangers, a indiqué Abda en marge du colloque organisé par la banque sous le thème « Outils et perspectives de financement durable pour les projets de l'eau » dans le cadre de la Semaine de l'eau du Caire. Les institutions multilatérales, telles la BEI, ont de grandes attentes en ce qui concerne la tenue de la COP27 en Égypte, qui sera une grande occasion pour celle-ci d'avancer ses idées concernant la lutte contre le changement climatique, a-t-il poursuivi.
Ce dossier est d'une importance majeure pour la BEI. Dans la feuille de route, on fait la banque du climat, car elle étudie avant tout l'effet écologique dans toutes ses opérations, en vertu de son plan 2021-2025, a-t-il dit, avant d'ajouter que l'Union européenne œuvrait pour parvenir à zéro émission nette en 2050 et que la COP27 serait une bonne occasion pour l'action conjointe entre la BEI et l'Égypte afin d'atteindre cet objectif. Le portefeuille de la BEI depuis le début de ses opérations en Égypte il y a 40 ans s'évalue à 7,5 milliards d'euros, répartis dans divers secteurs, dont le transport, l'eau, l'énergie et les PME. Un paquet financier de 1,5 milliard d'euros avait été versé au pays dès l'émergence de la pandémie du coronavirus, à l'appui des PME, a fait savoir le responsable. Concernant l'appui de la Banque au projet de l'eau en Égypte, au vu de l'intransigeance de l'Éthiopie dans les négociations sur le barrage de la Renaissance, Abed a indiqué que ce secteur était l'un des plus importants, captant l'intérêt de la banque qui a injecté plus d'1 milliard d'euros dans les projets de drainage et d'épuration de l'eau au Fayoum, Kafr el-Cheikh et à l'ouest d'Alexandrie. Alors, avec ces grands sujets, nous arrivons à la thème de ce Midi au Caire. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Night TV International. À suivre, Hani Farag avec lui un dossier tout complet sur aussi les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui.